RSF, Reporters sans frontières, vient de publier son classement en 2014 de la liberté de la presse sur les 5 continents. 180 pays évalués. Globalement, le droit d'informer et d'être informé perd du terrain dans le monde. En cause, bien sûr, les guerres, mais aussi la surveillance et le concept de sécurité nationale. On va en reparler. Beaucoup de pays reculent dans ce classement RSF, comme la France ou les États-Unis. Avant d'en parler avec nos deux invités, un résumé avec Stéphane Stasi. Une dégradation de la liberté de la presse dans le monde, voilà en une phrase le bilan de ce rapport 2014 de Reporters sans frontières. Aux dernières places, pas de surprise, on retrouve ici en noir des pays connus pour museler les médias comme la Chine, la Corée du Nord, le Turkménistan ou encore Cuba. Mais au-delà de ce constat, 2 enseignements sont à retenir. Le premier, c'est le recul des pays concernés par les conflits. C'est le cas de la Syrie, 177e sur 180 pour la 2e année de suite, ou du Mali, 122e. En Centrafrique également, le pays recule de plus de 40 places et se retrouve 109e. Exemple avec cette radio de Bangui, Radio Ndeke Luka. Ces journalistes, majoritairement chrétiens, sont accusés d'impartialité. Le rédacteur en chef musulman doit lui aussi faire face à ces critiques. Mais une manière de dire un peu, mais tu es rédacteur en chef, tu es musulman, et puis après tu ne penses pas à nous, tu ne défends pas notre cause. Mais je ne suis pas là pour défendre la cause des musulmans, je suis là pour travailler en tant que rédacteur en chef, en tant que journaliste. Deuxième enseignement de ce rapport, de plus en plus l'argument sécuritaire est utilisé, y compris par des démocraties. C'est la chasse aux sources. C'est le cas notamment des États-Unis avec l'affaire Snowden ou la condamnation de Bradley Manning à 35 ans de prison pour avoir communiqué des documents à Wikileaks. Les Américains reculent ainsi de 13 places pour n'occuper que le 46e rang. La France n'échappe pas aux critiques. Le retrait des publications de Mediapart et du Point par la justice française, des enregistrements de l'affaire Bettencourt, constitue une atteinte grave à la liberté de la presse, selon le rapport. Au 39e rang, la France est derrière la Suisse, 15e, le Canada, 18e, et la Belgique, 23e. Alors, pour évoquer cette liberté de la presse dans le monde, avec nous sur le plateau, d'abord Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste d'abord, et puis aujourd'hui directeur général de Reporters sans frontières. Et puis en face de vous, Johnny Vianney Bissakonou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste aussi, animateur d'une importante radio en Centrafrique. Vous étiez la radio Ndeke Luka dont on a parlé, dans le reportage. Vous avez créé un blog sur l'actualité centrafricaine. Vous êtes aujourd'hui réfugié en France. Vous êtes d'ailleurs hébergé par la Maison des journalistes, qui est une association qui accueille les journalistes qui sont en danger dans leur pays. Ce qui veut dire que vous étiez menacé physiquement en Centrafrique. Oui. J'ai reçu un coup de fil du général Arda, c'est un proche de Michel Diotodia à l'époque. De l'ancien président, oui. Oui, qui a démissionné sous la pression de la communauté internationale à cause des multiples exactions de la coalition Seleka sur la population civile. Ouais. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quand la Seleka a pris le pouvoir en Centrafrique, le monde était quasi indifférent. La Seleka, il faut rappeler que ce sont des milices, disons, musulmanes. Oui, à majorité pour simplifier, à majorité musulmane, oui. Ils ont commis 8 mois durant des exactions sur la population civile, mais personne n'en parlait, ça n'apparaissait presque pas dans les médias. Donc vous l'avez révélé, ça, vous l'avez dit? Je l'ai dénoncé, je n'avais fait que ça, et ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, le monde s'est mobilisé pour être au chevet de la Centrafrique, et la Centrafrique est remise sur l'agenda international. Et ça m'a valu des menaces. Je disais donc que le général Arda m'a appelé pour me dire ce que tu écris sur le pays, tu es en train de ternir l'image, de diaboliser la Seleka. Et tu devrais arrêter parce que ça ne te rapporte rien. Et moi aussi, si je te tue, ça ne me rapporte rien. Là, maintenant, vous êtes en France, mais quand vous regardez votre pays depuis la France, vous avez l'impression que la situation pour les journalistes est encore pire qu'avant, que ça s'est aggravé encore ces dernières semaines? Ça s'est aggravé et ce n'est plus la Seleka. Il y a les anti-Balaka qui ont pris le relais. Alors ça, ce sont les milices chrétiennes? C'est les milices chrétiennes. Enfin, je ne veux pas adopter ce cliché-là parce que être non-musulman n'est pas forcément être chrétien. Mais c'est vrai aujourd'hui qu'on a essayé de transformer ce conflit à la base politique en conflit religieux. Et c'est vrai, vu qu'il y a des gens qui sont tués sur la base de leur appartenance religieuse. Ouais. Et donc, je connais Christian Emendota, qui est journaliste, ancien directeur de la radio Centrafrique, et très actif sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, les anti-Balaka l'ont menacé avant-hier en disant nous sommes maintenant partout dans Bangui, on peut te dire comment tu es habillé. Donc, arrête de dire des choses sur nos dirigeants. Ce que vous nous dites, des menaces dans les deux camps, finalement. Dans les deux camps, les journalistes sont aujourd'hui plus menacés qu'avant. C'était pas meilleur avant, mais aujourd'hui c'est encore
Christophe Deloire, ce qui se passe en Centrafrique, c'est un peu symptomatique de la dégradation de la liberté de la presse dans les pays en guerre. Évidemment, c'est une des premières constatations de votre rapport. C'était le cas dans d'autres pays africains, au Mali par exemple, et évidemment en Syrie. Alors la dégradation, elle date déjà il y a quelques années en Syrie, qui est ce pays 177e au classement mondial de la liberté de la presse, c'est-à-dire juste avant ce qu'on appelle le trio infernal, c'est-à-dire ces trous noirs de l'information dans lesquels le journalisme est rendu impossible. Et dans l'ordre, en allant vers la fin, c'est le Turkménistan, qui est un pays d'Asie centrale, une dictature vraiment abominable dont on entend peu parler, la Corée du Nord, où il ne vient à l'idée de personne d'être journaliste, tellement l'oppression est forte. Il y a même un pays derrière la Corée du Nord, il y en a un qui est pire que la Corée du Nord, c'est l'Érythrée, ce petit pays de la Corne de l'Afrique, dans lequel, depuis 2001, quelques jours après le 11 septembre, la presse privée a été abolie, les journalistes ont été placés dans des camps, et la dictature du président empêche toute information libre. Il y a une radio de Reporters sans frontières, qui est le seul média indépendant à destination de ce pays. En Érythrée, d'ailleurs, comme dans d'autres pays, on tue des journalistes. Il y a des journalistes qui meurent chaque année, il y en a plusieurs dizaines. Alors, il y a des endroits où on tue les journalistes. Aujourd'hui, les pays dans lesquels on tue le plus de journalistes, c'est au fond des pays d'Amérique du Sud, où ce sont des forces non gouvernementales, comme des groupes mafieux, qui s'en prennent à des journalistes. Il y a de manière générale... Privées. Alors, ce sont des violences par des groupes privés. Non étatiques, quoi. Il y a un pays dans lequel on a beaucoup tué, c'est la Russie, dans lequel aussi des groupes mafieux, et où règne malheureusement une impunité. Parce que la responsabilité de l'État, parfois, c'est de ne pas condamner ceux qui tuent des journalistes. Des groupes privés que l'État laisse faire. Ouais. Il y a une forme d'encouragement. Alors, je le disais tout à l'heure, dans votre classement, vous évaluez 180 pays. Quels sont les critères qui ont été retenus pour évaluer les pays ? En fait, c'est un classement qui est établi de manière extrêmement sérieuse. Et c'est important parce qu'il a une grande influence, ce classement. Il fait l'objet de reprises de presse dans le monde entier, de centaines de reprises de presse. Oui, et puis il y va de votre crédibilité. Et puis il est repris par des organisations internationales, par l'ONU, par la Banque mondiale. Il sert à des chancelleries à exercer des pressions sur des États pour favoriser les droits de l'homme dans les pays. Donc c'est important d'avoir quelque chose d'absolument rigoureux. Donc la procédure, en 2 mots, c'est un questionnaire de 120 questions. Une partie sur les exactions, et Reporters sans frontières tout au long de l'année répertorie les exactions partout dans le monde, mais des questions qui portent sur le pluralisme, la largeur du pluralisme, l'autocensure, le cadre légal, les infrastructures. Il y a 900 personnes en tout qui travaillent sur ce classement en répondant à ce questionnaire qui est un questionnaire en ligne et qui est ouvert par Reporters sans frontières à des spécialistes qui peuvent être des journalistes, qui peuvent être des juristes, qui peuvent avoir d'autres professions dès lors qu'il s'agit de personnes qui connaissent très exactement la situation dans ces pays-là. Donc globalement, on peut dire que la situation de la liberté de la presse dans le monde, elle recule, elle se dégrade. Elle est en légère dégradation. Pour la première fois l'an dernier, Reporters sans frontières a créé un indice de la liberté de la presse, parce qu'au fond, un classement, c'est relatif. Il y a des pays qui passent devant d'autres, mais ça ne dit rien de la tendance générale. La tendance générale, c'est que cette année, l'indice, il est à 3456 points, c'est-à-dire une aggravation de 1,8% de l'indice par rapport à l'an dernier. Ça s'aggrave, et ça s'aggrave probablement plus dans certaines régions que dans d'autres. L'Asie est plutôt en progrès. Alors, ça dépend des pays, évidemment. On s'aperçoit que dans des pays, malheureusement, tels que le Vietnam, dans lequel 25 blogueurs sont en prison et dans lequel plus de 30 blogueurs sont en prison et dans lequel les journalistes sont soumis ou la Chine aussi, au département de la censure, ou la Chine, sont des pays où les avancées sont nettement moins de ce qu'on était en droit d'attendre. Prenons 2 exemples qui ont été cités dans le reportage. Les États-Unis, qui reculent de 13 places. Alors c'est probablement la cause, c'est les chasseurs d'alerte qui sont traqués par les autorités. Les États-Unis 46e dans ce classement, pas dans les tout premiers, malgré le premier amendement. Une chasse très forte aux lanceurs d'alerte, comme vous le dites, des écoutes, comme Bradley Manning ou Edward Snowden, Bradley Manning, qui sont des sources des journalistes, ou comme Edward Snowden, mais de nombreuses autres affaires dont on n'entend pas parler, et de nombreuses condamnations cette année, et des écoutes téléphoniques, y compris sur une grande agence de presse, la grande agence de presse américaine, Associated Press, 20 lignes écoutées. Ça a été une des révélations de cette année, au motif que cette agence de presse avait révélé le fait qu'un attentat d'Al-Qaïda avait été déjoué par la CIA au Yémen. Il y a vraiment un usage extrêmement fort par l'administration Obama. Ça, Bush ou Obama, c'est pareil. En fait, du point de vue de l'abus d'une loi qui s'appelle l'Espionnage Act, on s'aperçoit que sous Obama, la pression, elle est beaucoup plus forte. Alors on pourra expliquer que c'est parce qu'il y a plus de lanceurs d'alerte, qu'il y a plus de moyens technologiques et que c'est une répression. Mais la surveillance
de la NSA dont on entend, qui vise tous les citoyens, qui vise des citoyens américains, qui vise des citoyens du monde entier. D'ailleurs un expert informatique. Elle est aussi importante du point de vue de la liberté de l'information parce que, comme l'a dit cette année dans un rapport Franck Larue, le rapporteur spécial pour la liberté d'expression de l'ONU, il y a une corrélation entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression en général. Il n'y a pas de liberté d'expression sous surveillance. Alors je reviens à vous tout de suite, mais d'abord une question encore sur la France. La France 39e, c'est pas terrible non plus. Elle recule encore un petit peu. C'est une chute de 2 places, mais en gros une stabilité. Il y a eu des améliorations, une nouvelle loi. Le principal problème en France, c'est quoi ? C'est la protection des sources des journalistes qui sont de plus en plus soumis à l'agressivité de la justice. Il y a une loi qui est dans les cartons ou dans les tuyaux, comme on veut, du Parlement, mais qui a été reportée, sine die. Il y a un cadre législatif qui a un peu évolué, qui sous certains aspects évolué favorablement, notamment s'agissant du mode de nomination des dirigeants de l'audiovisuel. Ouais. Mais il y a des condamnations très sévères cette année. Le point Mediapart, sous le prétexte de la vie privée, avec une argumentation de la Cour d'appel qui était particulièrement dangereuse. Et puis il y a des lois, même parfois favorables, comme la loi sur la transparence, qui contiennent des dispositions extrêmement inquiétantes du point de vue de la liberté de l'information. Alors, Joseph, Johnny plutôt, est-ce que vous espérez pouvoir rentrer prochainement dans votre pays pour exercer à nouveau votre métier ? Je l'espère, et ça, c'est pas moi seul. Moi, au moins, je vis à Paris. Je suis hors de portée des balles ou des machettes, que ça soit des Seleka ou des anti-balaka. Il y a 100 000 réfugiés à l'aéroport Bangui Poko. Il y en a des milliers à la mosquée centrale, au monastère. Dans l'arrière-pays, les gens ont fui les hostilités pour être dans la brousse et n'attendent que la sécurité pour pouvoir regagner leur domicile. Et aujourd'hui, tout mon combat, c'est pour que le monde puisse se mobiliser aux côtés des Français qui sont déjà sur le terrain. 1600 soldats français, ça peut pas sécuriser 623 000 kilomètres carrés. Il faudrait plus de soldats encore. Il faudrait plus de soldats, mais français et africains. Je pense une force européenne dans un premier temps qui pourrait désarmer et cantonner toutes les milices présentes en Centrafrique, ramener la sécurité. À ce moment, on peut entamer un processus de normalisation qui ira jusqu'aux élections démocratiques. Aujourd'hui, il y a des enfants soldats en Centrafrique, vous l'avez dénoncé, ça aussi ? Oui, il y a beaucoup d'enfants soldats, que ça soit dans la coalition Seleka ou encore parmi les anti-balaka. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une manipulation à grande échelle d'une toute petite minorité de politiciens qui ont sacrifié le peuple sur l'autel de leur intérêt égoïste. Et aujourd'hui, la seule solution, c'est le désarmement et le cantonnement de toutes les milices sans exception. Et pour cela, il faut des forces neutres parce que même Human Rights Watch a souhaité que certains contingents de la MISCA soient retirés à cause de leur comportement. Ils sont à la fois acteurs et juges, ça peut pas être possible. Merci Johnny Vianney-Bissaconou. Je rappelle donc le classement mondial liberté de la presse, je le montre à l'antenne, on a beaucoup parlé, donc on a eu l'essentiel. Et je renvoie d'ailleurs à trois sites, rsf.org, je ne sais pas si on les voit à l'antenne, la maison des journalistes.org qui vous a accueilli, je pense que c'est important aussi de le signaler, et puis le Mondoblog, donc on peut retrouver votre blog, on fait mondoblog.org et on va retrouver tous les articles que vous avez écrits sur la Centrafrique. La maison des journalistes, je veux le signaler, qui veut être discrète quand même parce que ça héberge des gens dans une situation assez délicate, des Syriens, des journalistes. On peut toujours aller voir sur leur site. On peut aller voir sur leur site. Merci aussi à vous. Merci à tous les deux.